Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux grands maîtres de la peinture, aujourd'hui nous allons plonger dans un univers singulier, à la frontière du rêve et de la réalité, entre les ombres les plus profondes et les couleurs les plus éclatantes. Nous allons parler d'un homme qui a passé la première moitié de sa vie à peindre le noir, et la seconde à embraser ses toiles de lumière. Cet homme, c'est Odilon Redon, un artiste bordelais né en 1840, méconnu de son vivant, précurseur du surréalisme et dont l'œuvre n'a cessé de gagner en profondeur aux yeux de la postérité. Installez-vous confortablement car son histoire est à l'image de sa peinture, étrange, belle et profondément humaine. Tout commence le 20 avril 1840 à Bordeaux. Ce jour-là, né Bertrand Jean Redon, dans une famille bourgeoise et aisée. Son père, Bertrand Redon, est un homme de fortune qui a longtemps résidé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, où il s'est constitué une certaine prospérité. Sa mère, Odile, est une jeune créole d'origine française, née elle aussi à la Nouvelle-Orléans, et mariée à Bertrand alors qu'elle n'avait que 14 ans. Le couple rentre en France après la naissance d'un premier fils, Ernest, futur musicien. Odile est enceinte d'Odilon lors de sa traversée de l'Atlantique. Dès sa naissance, le petit Bertrand Jean hérite du surnom Odilon, diminutif affectueux dérivé du prénom de sa mère. Ce détail apparemment anodin dit déjà quelque chose de l'attachement profond que cet homme vouera toute sa vie à l'univers maternel, à l'intuition, à l'intériorité. Mais les premières années d'Odilon sont marquées par la solitude et la fragilité. De santé délicate, certains évoquent une épilepsie précoce. L'enfant est confié à une nourrice, puis à son oncle à la campagne. Il grandit ainsi dans le domaine familial de Perré-les-Bades, non loin de l'Istrac, en plein Médoc bordelais. C'est une propriété viticole entourée de forêts, de landes, de marécages et d'un ciel qui change à chaque heure. Une nature sauvage, silencieuse, pleine de clair-obscur. Une nature qui va littéralement s'imprimer en lui. Dans ses écrits plus tardifs, Redon évoquera cette enfance solitaire avec une mélancolie douce. Il se souvient de journées entières passées à regarder passer les nuages suivant avec un plaisir infini l'éclat magique de leurs variations fugaces. Ces heures d'observation contemplative forgent son œil et peut-être plus encore son imaginaire. À 10 ans, il reçoit déjà un prix de dessin à l'école. À 15 ans, il commence une formation artistique formelle. Mais son père pragmatique a d'autres ambitions pour lui. Il le pousse vers l'architecture, une carrière respectable, solide. Odilon s'y soumet sans conviction. En 1857, Redon se rend à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts, section architecture. Il échoue à l'oral en 1862. Un échec qu'il n'aura pas cherché à éviter, tant il sentait que cette voie n'était pas la sienne. Plus tard, il avouera avoir pressenti cet échec et ne pas l'avoir vraiment redouté. De retour à Bordeaux, il entre brièvement dans l'atelier du peintre académique Jean-Léon Gérôme. À Paris, l'expérience est pénible. Gérôme est un maître exigeant, attaché à la représentation fidèle et minutieuse de la réalité. Pour Redon, dont l'imagination tend vers l'invisible, vers le rêve, vers l'intériorité, cet enseignement rigide est une forme de torture. Il quitte l'atelier sans regret. C'est alors que deux hommes vont changer sa vie. Le premier est Armand Claveau, un botaniste bordelais de 12 ans son aîné, avec lequel Redon se lie d'une profonde amitié intellectuelle. Claveau est un homme d'une curiosité encyclopédique. Il initie le jeune peintre aux sciences naturelles, lui fait découvrir Darwin et Lamarck, les recherches de Pasteur sur les micro-organismes et l'univers fascinant des formes végétales et animales qui s'entremêlent, évoluent, se métamorphosent. Mais Claveau ouvre aussi à Redon les portes de la littérature, les fleurs du mal de Baudelaire, les récits d'Edgar Allan Poe, les œuvres de Flaubert,
la poésie hindoue. Cet homme est un passeur d'univers. Grâce à lui, Redon comprend que la science et l'art peuvent se rejoindre dans un même questionnement de l'invisible. Le second tome déterminant est Rodolphe Brisdin, un graveur excentrique et pauvre, vivant en marge du monde artistique officiel. Brisdin est un artiste libre, visionnaire, qui combine des représentations très détaillées du monde naturel avec des sujets fantastiques et oniriques. Il devient le mentor de Redon. À partir de 1863, il lui enseigne la technique de l'eau forte, puis de la lithographie. Ce que Brisdin lui apprend n'est pas seulement technique, c'est une façon d'être artiste, en dehors des conventions, en dehors des modes, fidèle à ses seules visions intérieures. Voici une petite anecdote qui illustre bien le caractère singulier de Brisdin et l'influence qu'il exerça sur Redon. Brisdin vivait dans une simplicité extrême, pour ne pas dire dans la misère, et semblait ignorer royalement toute considération économique ou sociale. Il dessinait avec la même ferveur qu'un moine médiéval copiste, sans chercher ni la fortune ni la reconnaissance. Pour Redon, jeune homme issu d'une famille bourgeoise, ce mépris souverain des conventions mondaines fut une révélation. On pouvait être artiste et ne rien devoir au monde. En 1868, Redon rédige des comptes rendus du salon parisien pour le journal La Gironde et fait la rencontre de Camille Corot à Barbizon. Sa trajectoire s'affirme peu à peu. En 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Redon est mobilisé. Cette expérience du conflit, de la violence, de la mort le marque profondément. Il écrira plus tard que l'année 1870 représenta pour lui une évolution décisive, celle de sa propre conscience. La guerre l'arrache à son monde intérieur et l'expose brutalement à la cruauté du réel. Après la guerre, il s'installe à Paris, dans le quartier de Montparnasse, et là commence ce que l'on appelle sa période noire, une période qui durera dans les grandes lignes de 1870 à 1895. Redon travaille au fusain, à la lithographie, à l'eau forte. Il crée des images d'une étrangeté fascinante. Des créatures hybrides, mi-animales, mi-humaines, des ballons-yeux qui s'élèvent dans la nuit, des araignées grimaçantes, des têtes flottantes, des figures prisonnières derrière des barreaux. Ses œuvres, qu'il appelle lui-même « mais noires », explorent les profondeurs de l'inconscient, les angoisses existentielles, les fantasmes nés de sa solitude d'enfant et de ses lectures. En 1879, il publie son premier album lithographique intitulé « Dans le rêve », composé de 10 planches. Ce recueil est directement inspiré de ses rêves et de son imaginaire le plus libre. Il est tiré à peu d'exemplaires et passe inaperçu du grand public. En 1881, il expose pour la première fois à Paris, à la Vie moderne, sans succès. Le public et la critique ne savent que faire de cet univers troublant, à rebours de l'impressionnisme triomphant qui domine alors la scène artistique. En 1882, paraît son second album, à Edgar Poe, hommage au maître américain du fantastique dont les textes avaient été traduits par Mallarmé. Redon se lie à cette époque d'amitié avec l'écrivain Joris Karl Huysmans, qui le présente à Stéphane Mallarmé. Cette connexion avec le monde symboliste est décadent et capital. En 1884, dans son célèbre roman À rebours, Huysmans décrit les œuvres de Redon comme le produit le plus achevé de la décadence. C'est une reconnaissance bien que teintée d'ambiguïté. Le nom de Redon commence à circuler dans les cercles littéraires et artistiques d'avant-garde. En 1886, 2 événements marquants. D'abord, Redon est invité à participer à la 8e et dernière exposition des peintres impressionnistes à Paris. Une reconnaissance de sa singularité au sein du mouvement le plus influent de l'époque. La même année, il est convié à exposer avec le groupe des Vins à Bruxelles, avant-garde artistique internationale. Il y rencontre enfin un vrai succès d'estime auprès de ses pairs. Mais
1886 est aussi l'année de la mort de son premier fils, Jean, né quelques mois plus tôt. Un deuil dévastateur. Revenons quelques années en arrière pour parler de l'amour. Le 1er mai 1880, Odilon Redon épouse à Paris Camille Falte, une jeune femme née en 1852, originaire de l'île Bourbon, l'actuelle île de la Réunion. Elle aussi est créole, comme la mère d'Odilon. Cette coïncidence n'est peut-être pas anodine. Camille incarne à la fois l'exotisme lointain et la chaleur maternelle. Redon, dans ses écrits, parle de ce mariage avec une intensité rare. Il déclare « Je crois que le « oui » que j'ai prononcé le jour de notre union était l'expression de la certitude la plus complète et la plus pure que j'ai jamais éprouvée. Une certitude plus complète encore que ma vocation. » C'est l'un des rares moments de sa vie où il place quelque chose au-dessus de sa peinture. Camille jouera un rôle déterminant dans sa vie et dans son œuvre. Elle lui apporte une stabilité affective et matérielle qu'il n'avait jamais connue. Elle est son ancrage dans le monde réel, le contrepoids à ses plongées dans l'inconscient. Mais leur bonheur est d'abord assombri. Leur premier fils, Jean, né le 11 mai 1886, et meurt 6 mois et demi plus tard. Cette tragédie plonge Redon dans ce qu'il décrit lui-même comme une pâmoison mélancolique, une dépression profonde qui se ressent dans ses œuvres de cette période. Le thème du prisonnier revient avec insistance dans ses fusains, une silhouette isolée dans une cellule derrière des barreaux coupés du monde. Puis, en 1889, naît leur second fils, Harry, et là, quelque chose se brise, ou plutôt s'ouvre. Redon lui-même qualifiera ce moment de déclic. Pour la première fois de sa vie, il commence à utiliser la couleur, comme si la naissance d'Harry avait déverrouillé en lui une source de lumière que les années de deuil et d'obscurité avaient tenue enfouie. Voici peut-être la plus belle anecdote de la vie de Redon. Cet homme qui avait passé 20 ans à peindre uniquement en noir et blanc, fusain lithographie eau forte, se découvre à 50 ans une passion dévorante pour la couleur. Ses contemporains sont déconcertés. Certains critiques ne comprennent pas le lien entre les deux Redon. Mais l'artiste, lui, est parfaitement cohérent avec lui-même. Il ne renie pas les noirs. Il les transcende. Il passe des ténèbres à la lumière comme une chrysalide qui éclot. À partir des années 1890, Redon se tourne massivement vers le pastel et l'huile. Ses thèmes évoluent. Les créatures fantastiques cèdent la place à des bouquets de fleurs d'une richesse chromatique stupéfiante. Des portraits de femmes aux yeux clos, des figures mythologiques baignées de lumière dorée, des décors inspirés de l'Antiquité et des mystiques orientaux. Parmi ses œuvres les plus célèbres de cette période, citons d'abord Les yeux clos, 1890, conservé aujourd'hui au musée d'Orsay. Ce tableau, probablement un portrait de Camille, représente un visage de femme aux paupières baissées, comme dans le sommeil ou la méditation, flottant dans un espace indéfini. La peinture est si diluée qu'elle semble immatérielle. Les yeux fermés évoquent le monde intérieur, le rêve, l'absence. Tous les thèmes chers à Redon. Ce tableau, acheté par le musée du Luxembourg en 1904, est son premier grand succès institutionnel. Le Cyclope, vers 1898-1914, huile sur bois conservée au Kröller-Müller Museum aux Pays-Bas, représente une créature géante et borgne contemplant avec une douceur inattendue une jeune femme endormie dans la nature. C'est une image d'une tendresse étrange, presque poignante, le monstre qui aime. L'œil, comme un ballon bizarre, se dirige vers l'infini, 1882. Lithographie iconique montre un globe oculaire surdimensionné flottant dans un ciel nocturne, porté par une nacelle de ballon. C'est l'une des images les plus reconnaissables de son œuvre, synthèse parfaite entre la rigueur scientifique, l'œil étudié avec précision anatomique et le fantastique pur. Les bouquets de fleurs de ces dernières années constituent aussi un sommet. Des fleurs dans un vase bleu, des anémones, des coquelicots,
des chrysanthèmes. Redon les peint au pastel avec une liberté et une sensualité chromatique qui annoncent Matisse. Les couleurs vibrent, se répondent, créent un monde d'harmonie pure. Entre 1900 et 1914, il réalise également plusieurs grands décors peints pour des demeures privées et des lieux remarquables. Le château de Domcy-sur-le-Vaux, en Bourgogne, l'hôtel particulier du compositeur Ernest Chausson à Paris, l'abbaye de Fontfroid de près de Narbonne, cette commande réalisée entre 1910 et 1911 pour son ami et mécène Gustave Fayet est souvent présentée comme son testament artistique. Les deux grands panneaux intitulés Le jour et la nuit, déployés dans la bibliothèque de l'abbaye, synthétisent symboliquement les deux grandes périodes de sa création, l'ombre des débuts et la lumière de la maturité. Les années 1900 apportent à Redon une reconnaissance enfin à la hauteur de son talent. En 1903, il reçoit la Légion d'honneur. En 1904, une salle entière du Salon d'automne lui est consacrée, présentant 62 œuvres. Ce sont des honneurs considérables pour un homme qui avait exposé pendant des années dans l'indifférence. Il fréquente les cercles artistiques et littéraires les plus stimulants. Il est proche des peintres Nabis, Bonnard, Vuillard, et sa peinture colorée exerce une influence directe sur les fauves, Matisse en premier lieu. En 1899, Paul Durand-Ruel l'expose aux côtés des Nabis, consacrant son rôle de figure tutélaire de la jeune peinture. De nouvelles générations d'écrivains, André Gide, Jean Cocteau, deviennent ses amis et ses interprètes. Redon, à 60 ans passés, est au cœur d'une vie culturelle foisonnante. En 1908, il voyage en Italie avec Camille, leur fils Harry, et le mécène Arthur Fontaine. Ce séjour à Venise est une source de joie et d'émerveillement. Puis vient la consécration américaine. En 1913, l'Armory Show de New York, l'International Exhibition of Modern Art, premier grand événement d'art moderne sur le continent américain, présente 40 de ses œuvres. C'est la plus grande représentation individuelle accordée à un artiste dans cette exposition historique. L'exposition circulera ensuite à Chicago et à Boston. Redon, à 72 ans, devient une référence incontournable de la peinture moderne aux yeux du Nouveau Monde. Mais l'histoire se termine dans la douleur. En 1914, la Grande Guerre éclate. Harry, son fils bien-aimé, celui dont la naissance avait provoqué le déclic de la couleur, est mobilisé et envoyé au front. Odilon Redon vieillit dans l'inquiétude. Il continue de peindre, mais la guerre ronge tout. Le 6 juillet 1916, il s'éteint dans son appartement parisien du 129 avenue de Wagram. Sur son chevalet est posée une huile inachevée, la Vierge. Harry, mobilisé, n'a pas pu arriver à temps du front pour être à ses côtés. Redon a 76 ans. Il est inhumé dans le petit cimetière de Bièvre, en Essonne, où il avait passé ses derniers étés. Son œuvre est immense et diverse. 27 eaux-fortes, 3 pointes sèches, 197 lithographies, des centaines de dessins au fusain, des pastels, des huiles, sans compter les 9 dessins illustrant les fleurs du mal de Baudelaire, publiés à Bruxelles en 1890. En 1922, sa famille publie à soi-même recueil de notes et réflexions tirées de son journal intime, couvrant les années 1867 à 1915. Ce texte est précieux. Il révèle un homme d'une profonde sensibilité intellectuelle, attentif à la philosophie, à la musique, à la littérature, convaincu que l'art doit être l'expression de l'intériorité la plus authentique et non l'imitation du monde visible. Quel héritage Odilon Redon laisse-t-il ? D'abord, un héritage technique et esthétique considérable. Sa maîtrise du fusain et de la lithographie, sa façon d'exploiter les nuances infinies entre noir et blanc pour suggérer plus que montrer, constituent un apport majeur à l'histoire de l'estampe et du dessin. Ses pastels et ses huiles colorées anticipent le fauvisme et influencent directement Matisse. Il lui rend hommage explicitement. Mais plus encore, Redon est un précurseur du surréalisme.
Lorsque André Breton définit le mouvement surréaliste dans les années 1920, il cherche dans l'histoire de la peinture des ancêtres spirituels, des artistes qui avaient exploré l'inconscient, le rêve, la logique, de l'irrationnel. Redon est l'un d'eux. Ces créatures hybrides, ces espaces indéfinis, ces images mentales issues de visions plutôt que d'observations, tout cela préfigure Dali, Magritte, Max Ernst. Son influence s'étend aussi à la littérature symboliste. Ces lithographies sont des traductions visuelles de Baudelaire, de Poe, de Flaubert. Elles créent un pont entre la poésie et la peinture, entre le mot et l'image, qui fascine encore les historiens d'art. Son fils Harry, après sa démobilisation, deviendra le gardien patient et passionné de l'œuvre paternelle. La collection qu'il constitue, des centaines de dessins, de pastels, de toiles, sera léguée au musée d'Orsay à Paris, où elle est aujourd'hui une des grandes richesses du fond. Odilon Redon est, en définitive, un artiste qui a vécu à contre-courant, lorsque l'impressionnisme triomphait avec ses paysages lumineux et ses instants saisis sur le vif, Redon plongé dans le noir de sa propre psyché. Lorsque ses contemporains regardaient le monde extérieur, lui regardait au-dedans. Et c'est précisément pour cette raison que son œuvre reste si vivante. Elle parle à ce qui, en nous, ne peut être vu, mais seulement ressenti. Avant de terminer, je voudrais vous poser une question. Odilon Redon est passé des noirs, ses compositions sombres et oniriques, à une peinture de couleur flamboyante. Ce déclic, il l'attribue lui-même à la naissance de son fils. Vous, est-ce qu'il vous est arrivé qu'un événement de votre vie, une naissance, une rencontre, un deuil, change radicalement votre façon de voir le monde, ou peut-être votre rapport à la création? Personnellement, oui. Parce que, comme Redon, j'ai eu la chance d'avoir la naissance de mes enfants qui sont arrivés après un très long combat. Avant mes enfants, je dessinais, je peignais en monochrome. Je n'arrivais pas à travailler la couleur. Après que mes enfants soient nés, je me suis mis à la couleur. Et j'ai beaucoup de mal à retourner vers le monochrome. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.